Lors du dîner d'anniversaire, ma sœur m'a éjecté de mon fauteuil roulant en hurlant « Arrête de faire semblant, tu n'es qu'une sangsue ». Mes proches riaient alors que je m'écrasais sur le parquet. Ils ignoraient que mon chirurgien était assis juste derrière. Il s'est levé, a saisi le bras de ma sœur étage à 10 6 qui ont scellé leur destin. Le bruit. C'est la première chose qui m'a frappé, bien avant la douleur. Un bruit sourd, écœurant, comme un sac de ciment que l'on jette négligemment du haut d'un échafaudage. Sauf que ce sac, c'était moi. C'était mon corps. Mon épaule a percuté le chêne massif du parquet Versailles avec une violence inouïe, suivie une fraction de seconde plus tard par ma hanche droite. Le choc a envoyé une onde de choc électrique le long de ma colonne vertébrale, réveillant instantanément le monstre dormant de ma neuropathie. Une douleur blanche, aveuglante, a explosé derrière mes paupières, transformant le salon luxueusement décoré en un kaléidoscope de lumière floue et de terreur pure. Je gisais là, recroquevillé en position fétale, mes jambes inertes entortillées dans le châssis métallique de mon fauteuil renversé, dont l'une des roues tournait encore dans le vide avec un cliquetis rythmique et moqueur. L'odeur de la cire d'abeille et de la poussière ancienne du plancher envahissait mes narines, mêlée à l'arôme ferreux du sang que je sentais déjà dans ma bouche, je m'étais mordu la langue en tombant. Mais le pire n'était pas la douleur physique. Non, le corps humain a des mécanismes pour gérer la douleur, pour dissocier l'esprit de la chair meurtrie. Le pire, c'était le son qui a suivi le fracas de ma chute. Ce n'était pas des cris d'horreur. Ce n'était pas le bruit de chaises raclant le sol alors que des proches se précipitent pour aider. C'était le rire. Un rire cristallin, cruel, totalement dénué d'empathie. Le rire de ma sœur aînée, Aliénor. À travers le brouillard de mes larmes, je l'ai vue. Elle se tenait au-dessus de moi, telle une déesse vengeresse en robe de soie émeraude, un verre de Château Margaux 1998 à la main. Elle n'avait même pas renversé une goutte de ce vin précieux. Oups, ma main a glissé, a-t-elle dit, sa voix pâteuse trahissant l'ivresse, mais ses yeux brillants d'une méchanceté sobre et calculée. Mais bon, reste par terre, ça fera moins de place perdue à table. Arrête ton cinéma, Diane. On sait tous que tu adores attirer l'attention. J'ai cherché désespérément le regard de mon père, Hubert. Il était assis en bout de table, sa serviette en lin toujours impeccablement pliée sur ses genoux. Il ne me regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur une petite tache de vin qui avait éclaboussé le bois près de mon épaule. Il a froncé les sourcils, a saisi son verre d'eau et a soupiré, agacé. Non pas par la cruauté de sa fille aînée, mais par le désordre que mon corps brisé venait de causer dans son dîner parfait. Thibaut, mon cousin, gloussait bêtement, la main devant la bouche, filmant probablement la scène pour ses réseaux sociaux. Ma mère, Chantal, détournait les yeux, murmurant quelque chose à propos de la bonne qui devra nettoyer tout ça demain. Je suis seule. Terriblement, absolument seule au milieu de ma famille, mon propre sang. La panique froide commençait à m'envahir. Je ne sentais plus mes orteils. Est-ce que la vis L4 avait bougé? Est-ce que j'étais paralysée pour de bon cette fois? C'est à cet instant précis, alors que je fermais les yeux en attendant la prochaine humiliation, qu'une voix s'est élevée du fond de la pièce. Une voix que je connaissais mieux que celle de mon propre père. Une voix grave, froide, chargée d'une autorité terrifiante qui a glacé le sang de chacun dans cette pièce. Que personne ne bouge. Si elle a une lésion médulaire aggravée, vous finirez tous en prison avant le dessert. Le silence qui a suivi était assourdissant, plus lourd que le chêne du parquet. Avant de vous raconter comment cet homme a détruit leur monde en quelques phrases, j'ai besoin de savoir qui est avec moi dans cette épreuve. Dites-moi en commentaire, quelle heure est-il chez vous en ce moment et depuis quelle ville ou quel pays écoutez-vous cette histoire? J'adore lire vos réponses, cela me rappelle que le monde est vaste et qu'il y a des gens bienveillants quelque part, loin de ce salon maudit. Pour comprendre pourquoi je me suis retrouvée à ramper sur le sol de mes parents ce soir-là, il faut remonter le temps. Il faut comprendre ce que ce fauteuil roulant représente pour eux, et ce qu'il représente pour moi. C'est une histoire de perception, de mensonge et de la réalité brutale d'un corps qui a trahi son propriétaire. Il y a 2 ans, j'étais sur un chantier. Je suis architecte paysagiste. Pas juste une employée qui dessine des fleurs, mais la fondatrice et directrice de ma propre agence, Verde et Structure, bien que ma famille l'ignore totalement.
J'aime la terre, le béton, la structure. Ce jour-là, une plateforme mal sécurisée a cédé sous mes pieds. Une chute de 6 mètres. Le verdict est tombé comme un couperet dans la salle d'urgence stérile, lésion incomplète de la moelle épinière au niveau des vertèbres L4 et L5. Ce que les gens ne comprennent souvent pas, et ce que ma famille refuse obstinément d'accepter, c'est la nuance du handicap. Je suis ce qu'on appelle une utilisatrice de fauteuil roulant ambulatoire. Cela signifie que mes jambes ne sont pas mortes, mais elles sont des traîtres imprévisibles. Je peux me lever. Je peux même marcher quelques mètres avec des béquilles, ou en m'appuyant contre un mur. Mais le prix à payer est une douleur neurologique qui ressemble à du fil barbelé chauffé à blanc enroulé autour de mes os, et une fatigue si intense qu'elle peut me faire perdre connaissance sans préavis. Le fauteuil est ma liberté. Il me permet de vivre, de travailler, de diriger mes chantiers, de sortir sans hurler de douleur à chaque seconde. Il est mes ailes, pas ma prison. Mais pour mes parents, Hubert et Chantal, bourgeois de province obsédés par l'apparence et le « qu'en dira-t-on », mon fauteuil est une tache indélébile sur leur portrait de famille parfait. Un échec génétique. Une insulte. Ils ont caché mon fauteuil lors de ma première sortie d'hôpital parce qu'ils rayaient le parquet. J'ai dû ramper jusqu'à ma chambre d'enfant ce jour-là, traînant mes jambes inertes sur le tapis perçant, sous leur regard gêné et impatient. « Fais un effort, Diane », disait ma mère en enjambant mon corps prostré. « C'est dans ta tête. Si tu voulais vraiment marcher, tu marcherais. Regarde ta sœur, elle est dynamique, elle. » C'est là que réside le véritable drame de ma vie. Ils ont transformé ma condition médicale complexe en un défaut de caractère. Pour eux, je ne suis pas handicapée, je suis paresseuse. Je suis l'enfant raté, celle qui n'a pas épousé un riche industriel, celle qui ne fait rien de ses journées, puisqu'ils croient que je suis au chômage et que je vis de leurs aides. Une ironie mordante, quand on sait la vérité sur leurs finances. J'ai développé ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Malgré leur mépris, malgré les petites humiliations quotidiennes, je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir les protéger. J'avais fait une promesse à ma grand-mère sur son lit de mort, « Prends soin de la famille, Diane. Ils sont faibles. » Alors, dans l'ombre, j'ai agi. Il y a 48 heures, le téléphone a sonné. C'était ma mère. Sa voix était mielleuse, un ton artificiel qu'elle réserve généralement pour ses amis du bridge ou pour demander de l'argent. « Diane, chérie, tu dois venir dîner samedi. C'est impératif. » J'ai soupiré, massant ma cuisse gauche qui palpitait. « Maman, je suis en pleine crise inflammatoire. Il pleut, l'humidité me tue. Je ne peux pas faire 2 heures de route. » Elle m'a coupé, sa voix devenant tranchante comme du verre brisé. « Ne sois pas égoïste pour une fois dans ta vie. C'est l'anniversaire de mariage, mais surtout, papa a invité quelqu'un de très important. Un investisseur providentiel, un certain monsieur Lefebvre. Si papa signe ce contrat, l'entreprise familiale est sauvée. On est au bord du gouffre, Diane. » Je savais qu'ils étaient au bord du gouffre. Je le savais parce que c'était moi qui comblais le trou chaque mois. « Aliénor sera là », a-t-elle continué. Elle a fait un effort pour sa tenue. On a besoin de montrer une image de famille unie, saine et respectable. Viens, assieds-toi, souris et surtout, ne te plains pas de ton dos. Et cache cet engin roulant si possible. J'ai accepté. Pourquoi? On me pose souvent la question. Pourquoi retourner vers ceux qui vous blessent encore et encore? Peut-être parce que je voulais, une dernière fois, essayer de leur dire la vérité. Je voulais leur dire que ce n'est pas monsieur Lefebvre qui paie leurs factures depuis 2 ans, mais moi. Je voulais poser ma démission de fille sur la table, proprement. Je voulais voir leur visage quand ils comprendraient que la ratée était leur mécène. Je ne savais pas que le destin, sous les traits de ma sœur jalouse et d'un médecin incognito, allait précipiter cette révélation d'une manière bien plus violente et définitive. Je suis arrivée devant le manoir familial sous une pluie battante et glaciale, typique de l'automne lyonnais. La maison, une bâtisse du XIXe siècle en pierre dorée, se dressait devant moi comme une forteresse imprenable. Et pour moi, elle l'était littéralement. Il n'y a pas de rampe d'accès. Évidemment. En 30 ans, et surtout depuis mes 2 ans de handicap,
mon père n'a jamais jugé utile d'installer une simple planche en bois. Ça dénature la façade, disait-il. J'ai garé ma voiture adaptée, sorti mon fauteuil léger en carbone, un bijou de technologie à 5 000 € que j'ai payé avec mes propres primes de projet, et j'ai regardé les 5 marches de pierre glissantes qui menaient à la porte d'entrée en chêne massif. J'ai sonné à l'interphone. J'ai vu la silhouette de mon père se dessiner derrière la vitre dépolie de l'entrée. Il a regardé dehors, a vu ma voiture, m'a vu sous la pluie. Puis il a disparu. Il est retourné au salon. Il ne voulait pas se mouiller ses chaussures italiennes pour m'aider. La rage m'a saisi, une rage froide et familière. J'ai dû descendre de mon fauteuil, m'asseoir sur la première marche mouillée, y hisser mon corps, marche par marche, à la force des bras, en tirant le fauteuil plié derrière moi d'une main. La pluie trempait mes cheveux, ruinait mon maquillage, s'infiltrait dans mon col, transformant ma belle tenue en haillons humides. C'était une humiliation calculée. Un test d'endurance. Un rappel de ma place, en bas, dans la boue. Quand la porte s'est enfin ouverte, c'était Aliénor. Ma sœur aînée, 35 ans, l'enfant doré. Elle portait une robe qui coûtait probablement 2 mois de mon ancien salaire d'assistante, payée avec la carte de crédit de l'entreprise de papa, c'est-à-dire, indirectement, avec mon argent. Mon Dieu, regarde-toi, a-t-elle ricané en me voyant assise sur le paillasson, ruisselante et essoufflée. On dirait un chien mouillé qu'on a oublié de rentrer. Passe par la cuisine, tu vas salir le tapis persan de l'entrée. Les invités VIP passent par la grande porte, pas les éclopés. Elle n'a pas proposé d'aide. Elle a pivoté sur ses talons de 12 cm et est repartie vers le salon où l'on entendait le tintement cristallin des coupes de champagne et des rires polis. J'ai serré les dents si fort que j'ai cru qu'elles allaient se briser. J'ai déplié mon fauteuil, me suis hissé dedans avec un grognement d'effort, et j'ai roulé vers l'entrée de service, traversant le couloir froid réservé au personnel. Dans la cuisine, ma mère donnait des ordres hystériques au traiteur. « Ah, te voilà », a-t-elle dit sans me regarder, vérifiant la cuisson des canapés. « Mets-toi dans un coin du salon et essaie de ne pas attirer l'attention. » Ce monsieur Lefebvre est un homme très influent dans le milieu médical et financier. Papa veut qu'Aliénor fasse bonne impression. Elle a tellement de potentiel, tu sais. Elle a un don pour les gens. Aliénor. Toujours Aliénor. Aliénor qui a raté 3 fois sa première année de droit. Aliénor qui se dit influenceuse lifestyle sur Instagram mais qui a acheté 80% de ses abonnés avec la carte de la société. Aliénor qui vit toujours dans l'appartement parisien payé par la famille. Et Diane, a ajouté ma mère en se retournant enfin, son regard scannant mon fauteuil avec un dégoût non dissimulé. Je t'avais dit de ne pas l'amener, cet engin. On a des chaises Louis XV. Les roues vont abîmer les pieds griffés. Ça va jurer sur les photos. J'ai mal, maman. Je ne peux pas tenir assise sur une chaise droite toute la soirée. Mon dos ne le supportera pas, ai-je répondu calmement, bien que j'ai envie de hurler. Elle a levé les yeux au ciel, un geste théâtral qu'elle maîtrisait à la perfection. Toujours le drame. Bon, fais comme tu veux. Mais cache-toi au bout de la table. Et ne parle pas de tes maladies. Personne ne veut entendre parler de tes douleurs pendant qu'on mange du foie gras. Je suis entrée dans le salon. L'atmosphère était feutrée, luxueuse, parfumée au lys blanc et au feu de bois. Mon père était près de la cheminée monumentale, un verre de whisky à la main, riant fort à une blague que venait de faire un homme de dos. Un homme grand, aux épaules larges, portant un costume bleu nuit impeccablement coupé qui soulignait une stature athlétique. « Ah, voici ma deuxième fille », a dit Hubert en me voyant arriver, son ton descendant d'une octave, perdant tout enthousiasme, comme s'il présentait un meuble ébréché qu'il n'avait pas réussi à vendre. L'homme s'est retourné lentement, son verre à la main. Mon cœur s'est arrêté. Le temps s'est figé. Ce n'était pas n'importe quel investisseur. C'était le docteur Vianney Lefebvre. Le chirurgien qui m'avait opéré pendant 12 heures d'affilée il y a 2 ans. L'homme qui m'avait tenu la main quand je pleurais de désespoir en salle de réveil, terrifié par la paralysie. L'homme qui connaissait chaque millimètre de ma colonne vertébrale, chaque cicatrice de mon âme, chaque larme que j'avais versée en rééducation. Il ne savait rien de ma famille.
J'avais toujours utilisé mon nom de jeune fille maternelle à la clinique pour éviter que mes parents ne s'immiscent dans mon dossier médical et ne tentent de contrôler mes soins. Nos regards se sont croisés. J'ai vu la reconnaissance immédiate dans ses yeux gris acier. Il a ouvert la bouche pour dire « Diane », la surprise se peignant sur son visage. J'ai secoué la tête imperceptiblement, un geste de panique pure, mes yeux implorant le silence. « Ne dis rien », ai-je supplié silencieusement. « S'il te plaît, ne dis rien. » Vianney est un homme d'une intelligence redoutable. Il a capté mon message instantanément. Il a refermé la bouche, son visage reprenant un masque de politesse indéchiffrable, mais je voyais ses yeux analyser la situation à la vitesse d'un superordinateur. Il a vu mon fauteuil trempé. Il a vu mes cheveux mouillés collés à mon front. Il a vu le regard méprisant de ma sœur qui me toisait. Et surtout, il a entendu la présentation de mon père. « Je vous présente Diane », a continué Hubert, agitant sa main comme pour chasser une mouche gênante. Elle a eu un petit accident il y a quelques années. Elle ne travaille pas, malheureusement. C'est notre croix à porter, mais la famille, c'est sacré, n'est-ce pas? Nous nous occupons d'elle avec dévouement. J'ai vu la main de Vianney se crisper sur son verre de cristal. Ses jointures ont blanchi. Il savait que je travaillais. Il savait que je dirigeais une équipe de 15 personnes depuis mon lit d'hôpital parfois. Il savait que j'avais refusé les antidouleurs opiacés puissants pour garder mon esprit clair pour mes chantiers. Le mensonge de mon père était une insulte directe à mon courage. « Enchanté, Diane », a-t-il dit, sa voix douce mais chargée d'une tension souterraine que seul moi pouvais percevoir. Il ne m'a pas tendu la main avec cette pitié condescendante qu'on réserve aux invalides. Il m'a fait un léger signe de tête, respectueux, d'égal à égal. Aliénor s'est immédiatement interposée, glissant son bras sous celui de Vianney, marquant son territoire comme un animal. « Oh, ne vous occupez pas d'elle, monsieur Lefebvre. Diane est un peu sauvage et asociale. Venez, je veux absolument vous montrer la collection d'art de papa. Il a un tableau qui va vous fasciner. » Nous sommes passés à table. Le plan de table était une insulte géographique calculée. Vianney était placé à la droite de mon père, la place d'honneur, en face d'Aliénor qui avait visiblement déboutonné un bouton de plus de son décolleté pour l'occasion. Moi? J'étais relégué au bout, dans le coin le plus sombre, coincé entre le buffet en acajou et une plante verte volumineuse, si bien que je ne pouvais même pas reculer mon fauteuil sans heurter un pot en terre cuite. Je n'avais quasiment pas de place pour bouger mes coudes. Le dîner a commencé par un foie gras poêlé aux figues. Aliénor monopolisait la conversation, riant trop fort, touchant le bras de Vianney à chaque occasion, jouant de ses cils. « Vous savez, docteur, enfin, monsieur Lefebvre, j'adore la médecine », minaudait-elle, ignorant qu'elle parlait à l'un des plus grands neurochirurgiens du pays. Je suis très empathique. Je sens les choses. C'est pour ça que je sais quand les gens mentent sur leur santé. J'ai un sixième sens. Elle a lancé un regard lourd de sous-entendu vers moi, de l'autre côté de la table. Vianney a posé sa fourchette délicatement. Il n'avait pas touché à son assiette. « Vraiment ? » a-t-il demandé, son ton faussement intéressé, cachant un piège. « C'est un don rare. »« Oh oui !» a renchéri ma tante Bertille, une femme aigrie aux perles fausses qui était assise à ma gauche. « Regardez Diane, par exemple. Elle reste assise là comme une reine, à se faire servir. Mais on sait tous que c'est du confort. Elle profite du système. »« Du confort ?» a répété Vianney, sa voix devenant plus froide. « Oui », a coupé mon père, la bouche pleine. « Les médecins d'aujourd'hui, avec tout le respect que je vous dois, ils sont trop prudents, trop laxistes. Ils donnent des fauteuils à n'importe qui. Diane pourrait marcher si elle avait un peu plus de volonté. Comme Aliénor. Aliénor court des marathons, vous savez. Elle a une discipline de fer. Je savais qu'Aliénor avait fait un 10 km caritatif une seule fois, il y a 5 ans, et elle avait fini en marchant et en se plaignant d'une ampoule. Je me suis faite toute petite dans mon fauteuil. Je voulais disparaître, me fondre dans le papier peint. J'ai vu Vianney me regarder. Il attendait. Il attendait que je me défende. Que je dise quelque chose.
Mais j'étais conditionnée par 30 ans de silence. 30 ans à être le bouc émissaire, là, pas assez bien. Ma voix était bloquée dans ma gorge. L'alcool a commencé à couler à flot. Hubert servait du vin généreusement, un grand cru classé, remplissant le verre de Vianney à ras bord, espérant sans doute l'ivresse pour faciliter la signature du chèque d'investissement. Mais Vianney ne buvait pas. Il trempait à peine ses lèvres. Il observait. Il cataloguait chaque insulte, chaque négligence. La tension est montée d'un cran brutal au moment du plat principal. Aliénor, voyant que Vianney continuait de jeter des coups d'œil inquiets vers mon assiette vide, personne ne m'avait servi le plat de résistance, et je n'osais pas demander, a senti la jalousie lui brûler les veines. Elle ne supportait pas de ne pas être le centre absolu de l'attention. L'idée que l'infirme dans le coin puisse capter l'intérêt de son pigeon lui était insupportable. Elle a soudainement frappé la table du plat de la main, faisant teinter l'argenterie. C'est ridicule, a-t-elle crié, ses joues rouges par le vin. Pourquoi tout le monde marche sur des œufs ici? Papa, dis-lui. Dis à Monsieur Lefebvre la vérité sur elle. Hubert a transpiré, essuyant son front avec sa serviette. Aliénor, calme-toi, ce n'est pas le moment. Non. Je ne me calme pas. Elle s'est levée, vacillante sur ses talons. Elle a pointé un doigt manicuré, accusateur, vers moi. Diane est une menteuse. Une manipulatrice pathologique. Elle a le syndrome de Munchausen. Elle invente des maladies pour qu'on s'occupe d'elle parce qu'elle a raté sa vie professionnelle et sentimentale. Elle veut juste qu'on la plaigne. La pièce s'est figée. Même les bruits de fourchette se sont arrêtés. Je l'ai vue, a continué Aliénor, ses yeux brillants de méchanceté et de triomphe. Hier soir, je suis passée devant son appartement en voiture. Les volets étaient ouverts. Je l'ai vue debout dans sa cuisine. Debout. Sans béquille. Elle se servait un verre d'eau comme si de rien n'était. Elle se moque de nous. C'était un mensonge éhonté, ou une déformation grossière de la réalité. Oui, je me lève chez moi. En m'appuyant lourdement sur le plan de travail, en grimaçant à chaque mouvement, en prenant 5 minutes pour faire 3 pas que n'importe qui ferait en 2 secondes. C'est de la survie, pas de la danse. Thibaut, mon cousin, avide de plaire à la cousine riche et de s'intégrer au groupe dominant, a renchéri avec un sourire suffisant. C'est vrai, tonton Hubert. J'ai lu sur Internet. Les gens qui utilisent des fauteuils mais qui peuvent bouger les jambes sont souvent des simulateurs qui cherchent l'attention. C'est psychologique. Chasser le naturel, il revient au galop. Mon père est devenu rouge brique. L'humiliation d'avoir une fille folle, menteuse devant son investisseur potentiel était trop forte. Il devait reprendre le contrôle. Il s'est tourné vers moi, les yeux injectés de sang et de colère. Est-ce que c'est vrai, Diane? Tu te moques de nous depuis 2 ans? Tu nous laisses payer tes factures médicales alors que tu peux marcher? Tu joues la comédie? J'ai ouvert la bouche, la voix tremblante, les larmes piquant mes yeux. Papa, je suis une utilisatrice ambulatoire. Je te l'ai expliqué 100 fois. Le docteur a dit. Je peux me lever, mais ça me fait mal. Je ne simule pas. Et pour les factures, je... Tais-toi, a hurlé ma mère depuis l'autre bout de la table. Ne gâche pas cette soirée avec tes excuses bidons. Prouve-le si tu as un peu de dignité. Faites une pause ici un instant. Mettez-vous à ma place. Si votre propre sang, votre famille, vous humiliait ainsi publiquement pour plaire à un invité riche, auriez-vous gardé votre calme? Ou auriez-vous explosé? Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place dans les commentaires ci-dessous. Aliénor a souri. Un sourire de prédateur qui vient de coincer sa proie. Elle a contourné la table, s'approchant de moi lentement. Allez, petite sœur, a-t-elle susurré, une douceur venimeuse dans la voix. Prouve-le. Lève-toi. Montre à Monsieur Lefebvre que tu es une grande fille. Marche pour nous. Aliénor, arrête, ai-je murmuré, terrifié. Lève-toi. A ordonné mon père, frappant la table. Sous la pression, tremblante, j'ai posé mes mains moites sur les accoudoirs de mon fauteuil. J'ai poussé.
Mes triceps ont tremblé sous l'effort. J'ai réussi à décoller mes fesses du siège, mes jambes flageolantes supportant mon poids précairement. La douleur a explosé dans mes lombaires comme un coup de poignard. Je tenais à peine debout, courbé. Voilà! A triomphé Aliénor, levant les bras au ciel. Vous voyez? Elle marche. C'est un miracle. Alléluia! Lazare se lève. Elle a applaudi, et les autres ont suivi, un rire moqueur et cruel se propageant autour de la table. Je me suis rassise lourdement, épuisée par cet effort de 3 secondes, le souffle court. Mais cela n'a pas suffi à Aliénor. Elle voulait du sang. Oh non, tu ne te rassieds pas si vite, a dit Aliénor. Elle était maintenant juste derrière moi. Je sentais son parfum capiteux, un mélange écœurant de Chanel numéro 5 et de Varence. Tu es trop confortable dans ce truc. C'est ça ton problème. Tu es paresseuse. Tu t'encroutes. Elle a saisi les poignées de mon fauteuil. Aliénor, ne touche pas à ça, ai-je dit, la panique montant d'un cran. Mon fauteuil, c'est mes jambes. C'est une extension de mon corps. Y toucher sans ma permission, c'est une violation intime, comme si on me touchait sans mon consentement. Je vais t'aider à te sevrer, a-t-elle ricané. On va voir si tu peux marcher quand tu n'as pas le choix. Lâche le fauteuil. Ai-je crié, ma voix se brisant, attirant enfin l'attention de Vianney qui semblait prêt à bondir. Tout s'est passé au ralenti, comme dans un cauchemar dont on ne peut se réveiller. Je me souviens de l'expression d'horreur pure qui a traversé le visage de Vianney à l'autre bout de la table. Il a commencé à se lever, renversant sa chaise qui a claqué sur le sol. Mais il était trop loin. Il y avait 3 mètres entre nous. Aliénor a tiré le fauteuil vers l'arrière pour le déséquilibrer, levant les roues avant. Puis, d'un coup sec, violent et précis, elle a poussé sur le dossier tout en bloquant une roue arrière avec son pied. C'était un mouvement calculé. Un mouvement pour faire mal. Arrête de faire semblant et d'être un parasite. A-t-elle hurlé. La gravité a pris le dessus. J'ai senti le point de bascule irréversible. Mes mains ont cherché une prise dans le vide, griffant la nappe blanche, entraînant avec moi une assiette en porcelaine de Limoges et un verre de vin. Le monde a basculé. L'impact a été brutal. Mon épaule a heurté le sol en premier, suivi par ma hanche. Le choc a envoyé une onde de choc dévastatrice dans ma colonne vertébrale. J'ai eu le souffle coupé. Pendant 1 seconde, je n'ai plus rien vu, juste des étoiles blanches et le noir absolu. Puis le son est revenu. Le rire. Aliénor riait. Thibaut riait. Même ma tante Bertille avait un petit sourire en coin. Regardez-la, a dit Aliénor, triomphante, en me désignant du doigt comme une bête de foire. Elle ne s'est même pas retenue avec ses jambes. Quelle actrice! Elle mérite un Oscar. Je ne pouvais pas respirer. La douleur était si intense que j'avais envie de vomir. Je ne sentais plus mes jambes. La terreur m'a envahi, est-ce fini? Ma mère s'est levée, non pas pour m'aider, mais pour ramasser l'assiette cassée. Diane, franchement, tu aurais pu faire attention. C'était le service de mariage de grand-mère. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait pas d'amour dans cette pièce. Mais les ténèbres ne sont pas venues. À la place, une ombre immense s'est dressée au-dessus de moi, bloquant la lumière aveuglante du lustre en cristal. Le rire d'Aliénor s'est étranglé dans sa gorge, mourant instantanément. Le docteur Vianney Lefebvre était là. Il n'avait pas seulement l'air en colère. Il avait l'air d'un dieu vengeur descendu sur terre pour châtier les impies. Son visage était d'une pâleur mortelle, ses mâchoires serrées à en faire craquer l'émail de ses dents. Ses yeux gris étaient devenus noirs de rage. Il a repoussé Aliénor d'un geste sec du bras, sans même la regarder, avec une force qui l'a fait trébucher et tomber contre le buffet. Le bruit de son corps heurtant le meuble a été le seul son dans la pièce. Touche-la encore, et je te détruis, a-t-il grondé. Une promesse, pas une menace. Il s'est agenouillé près de moi, ignorant le vin renversé qui tachait son pantalon de costume à 2000 €. Ses mains de chirurgien assuré pour des millions, se sont posées délicatement sur mon cou et mes lombaires. Des gestes précis,
Clinique, mais infiniment tendre. Diane, a-t-il murmuré, sa voix redevenant douce, professionnelle. Ne bouge pas, respire. Je suis là. C'est Vianney. Dis-moi où tu as mal. L4, ça brûle, je ne sens plus mon pied gauche, ai-je sangloté, m'accrochant à sa manche comme à une bouée de sauvetage. D'accord. On ne bouge pas. Je vais stabiliser. Reste avec moi. Mon père, Hubert, s'est approché, l'air confus et agacé, un verre à la main. Monsieur Lefebvre, je suis désolé pour ce spectacle grotesque. Ma fille est un peu dramatique. Elle adore faire des scènes. Allez, Diane, lève-toi, ne dérange pas monsieur. Tu vas bien, c'est juste une petite chute. Vianney s'est relevé lentement. Il s'est dressé de toute sa hauteur, dominant mon père d'une tête. Il a pivoté vers lui. La température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Il a posé une main lourde sur l'épaule d'Aliénor qui s'apprêtait à protester et à m'insulter de nouveau. Il a regardé ma famille, un par un, dans les yeux, les forçant à soutenir son regard. Puis il a prononcé les 6 mots qui ont tout arrêté, d'une voix calme et tranchante comme un scalpel chirurgical. Elle ne joue pas. J'ai les scans. Hubert a cligné des yeux, confus. Pardon? De quoi parlez-vous? Vianney a sorti son téléphone professionnel de sa poche intérieure. Vous m'avez invité ici pour investir dans votre société, monsieur Hubert. Vous m'avez dit que vous étiez une famille de valeurs, d'honneur, de tradition. Mais je viens d'assister à une scène de torture médiévale. Torture? N'exagérons rien, a ricané tante Bertille, bien que son sourire vacilla sous le regard de Vianney. Cette femme, a dit Vianney en me désignant au sol, n'est pas une étrangère pour moi. C'est ma patiente. Je l'ai opérée pendant 12 heures il y a 2 ans. J'ai tenu son cœur entre mes mains. J'ai reconstruit sa colonne vertébrale avec du titane et de la volonté pure. Il s'est tourné vers Aliénor, qui était devenue blanche comme un linge, ses lèvres tremblantes. Vous dites qu'elle simule? Vous dites qu'elle est paresseuse? Il a connecté son téléphone au grand écran plat du salon via AirPlay d'un geste fluide. Regardez. Regardez ce que vous avez fait. L'écran s'est allumé. Et vous, honnêtement, comment auriez-vous réagi à sa place? On veut vraiment lire vos avis dans les commentaires, parce que chaque point de vue compte. Dites-nous aussi de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Et surtout, ne partez pas, l'histoire est encore loin d'être terminée, ce qui arrive ensuite risque de totalement vous retourner. Ce n'était pas un film de vacances. C'était une image médicale haute définition. Une radiographie de mon dos en 3D. On y voyait clairement les vis, les longues tiges métalliques, l'amas complexe de matériel qui tenait mon corps ensemble. C'était une image brutale, mécanique, effrayante de fragilité et de force mêlée. Voici la colonne vertébrale de la personne que vous venez de jeter au sol comme un sac poubelle, a commenté Vianney froidement. Si cette vis ici, en L4, a bougé d'1 millimètre à cause de votre blague, elle ne remarchera plus jamais. Elle sera incontinente et paralysée à vie. Est-ce assez drôle pour vous maintenant? Puis, il a fait glisser l'écran. Une vidéo s'est lancée. C'était une séance de kiné, datant de la semaine dernière. On me voyait entre les barres parallèles, en sueur, le visage tordu par une grimace de douleur absolue, les veines de mon cou saillantes. Des larmes coulaient sur mes joues, mais je ne m'arrêtais pas. J'essayais de faire un pas. Un seul pas. Le son était activé. On m'entendait gémir, un son animal, brut, le son de quelqu'un qui pousse son corps au-delà du possible. Allez Diane, encore un, disait la voix de Vianney dans la vidéo, hors champ. Je ne peux pas. Ça fait trop mal, c'est comme du feu. Si, tu peux. Tu es une guerrière. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. La vidéo s'est arrêtée sur mon visage épuisé mais triomphant après avoir fait 2 pas. Le silence dans le salon était total, lourd, étouffant. Vianney s'est tourné vers mon père. Elle endure plus de douleur en 1 heure de rééducation que vous n'en avez enduré dans toute votre vie de petit bourgeois privilégié. Elle se bat chaque jour pour simplement se tenir debout. Et vous osez l'appeler « parasite » ? Vous osez la juger ?
La honte a commencé à s'infiltrer dans la pièce, épaisse et collante. J'ai vu ma mère porter la main à sa bouche, ses yeux fixés sur l'écran où l'image de mon squelette métallique brillait encore. Je ne savais pas que c'était si grave, a balbutié Chantal, sa voix faible. Elle ne se plaint jamais, on pensait que c'était. Elle ne se plaint pas parce que vous ne l'écoutez jamais. A aboyé Vianney. Elle protège votre petite bulle de confort en souffrant en silence. Aliénor, cependant, n'était pas prête à abandonner. Son narcissisme était trop profond pour accepter la défaite. C'est truqué, a-t-elle crié, bien que sa voix tremble hystériquement. C'est des montages. Elle vous a séduit, c'est ça? Elle couche avec le docteur pour avoir des certificats? C'est pathétique. Elle vous manipule comme elle nous manipule. Aliénor, tais-toi. A crié mon père, sentant le vent tourner, terrifié par la réaction de l'investisseur. Non. Je ne me tairai pas. Elle nous ruine. Elle prend tout notre argent pour ses soins imaginaires. Papa, tu as vu les relevés de compte? Des milliers d'euros qui disparaissent chaque mois. C'est elle. C'est la sangsue qui vide nos comptes. J'étais toujours au sol, Vianney me tenant la main pour vérifier mon pouls. La douleur physique était atroce, mais une autre douleur, plus ancienne, commençait à se transformer en une colère froide et limpide. Aidez-moi à m'asseoir, ai-je dit à Vianney. Diane, tu ne devrais pas bouger, c'est dangereux. Aidez-moi. Maintenant. Je dois finir ça. Il a vu la détermination implacable dans mes yeux. Avec une précaution infinie, il m'a soulevé comme si je pesais une plume et m'a installé sur un fauteuil club en velours, mes jambes allongées. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. L'écran était fissuré par la chute, mais il fonctionnait encore. Tu parles d'argent, Aliénor? Ai-je demandé, ma voix calme contrastant avec le chaos ambiant. Tu parles des milliers d'euros qui disparaissent? Oui. Voleuse. Tu es la honte de cette famille. Très bien. Parlons argent. Parlons de qui paie quoi. J'ai envoyé un message rapide à un contact enregistré sous le nom Urgence. Le message disait simplement « Maintenant ». Quelques secondes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte à la volée. Zélie, ma meilleure amie et comptable, est entrée sans frapper. Elle était trempée par la pluie, ses cheveux bouclés collés au visage, mais elle avait l'air d'une valkyrie prête au combat. Elle tenait un dossier épais en plastique bleu contre sa poitrine. « Bonsoir à tous », a-t-elle dit, ignorant les regards stupéfaits des invités. Elle a marché droit vers la table basse du salon et a jeté le dossier devant mon père avec une force surprenante. Le bruit sourd du papier contre le bois a résonné comme un coup de feu. « Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? » a demandé Hubert, déstabilisé. « Je suis l'experte comptable de Diane. » « Et ceci est la vérité, » a répondu Zélie. « Ouvre-le, Hubert. » Lis à voix haute. Il a ouvert le dossier avec des mains tremblantes. Ses yeux ont parcouru les premières lignes. Sa mâchoire s'est décrochée. Ce sont les relevés de la banque, le compte joint de la maison, mais je ne comprends pas. Lis la ligne des crédits, papa. La ligne verte. Qui verse 3 500 € chaque mois sur le compte joint pour payer l'hypothèque de cette maison et éviter la saisie? Il a bégayé, ajustant ses lunettes. C'est marqué, virement DL Architecture. Je pensais que c'était un dividende d'un vieux placement. DL Diane Lefebvre. C'est mon entreprise, papa. Un hoquet de surprise a échappé à ma mère. Elle s'est appuyée contre le mur pour ne pas tomber. Ton entreprise? Mais tu es au chômage, tu ne fais rien. Non, maman. J'ai une agence qui emploie 15 personnes. Je gagne 5 fois ce que papa gagnait avant sa retraite forcée. C'est moi qui paie cette maison depuis 2 ans. C'est moi qui ai payé ta chirurgie des paupières l'été dernier, maman. C'est moi qui paie les vacances d'Aliénor à Ibiza qu'elle prétend avoir gagnées. Je me suis tournée vers ma sœur. Elle reculait vers le mur, acculée, ses yeux cherchant une issue. Et maintenant, Hubert, regarde les débits, a intervenu Zélie implacablement. Regarde la colonne rouge. Regarde les retraits en espèces au distributeur du casino.
Les achats chez Louis Vuitton. Les nuits d'hôtel au Ritz. Les bouteilles de champagne en boîte de nuit. C'est marqué, carte secondaire Aliénor, a lu mon père, la voix éteinte, comme si son âme quittait son corps. Voilà ton parasite, ai-je dit en pointant ma sœur du doigt. Elle vole dans la caisse depuis 3 ans. Elle vous a fait croire que l'argent manquait à cause de mes frais médicaux. Mais mes frais médicaux, je les paie moi-même. Chaque centime. Elle a détourné plus de 150 000 euros, papa. La révélation a eu l'effet d'une bombe nucléaire. L'air semblait avoir été aspiré de la pièce. Mon père s'est tourné vers sa fille préférée, son enfant doré. Pour la première fois de sa vie, le voile de l'illusion se déchirait. Il la voyait vraiment. Non pas comme la princesse parfaite, mais comme une voleuse, une menteuse, une femme de 35 ans pathétique qui volait ses parents vieillissants et blâmait sa sœur handicapée pour couvrir ses traces. Aliénor, a-t-il soufflé. Est-ce que c'est vrai? Il mente. A crié Aliénor, mais ses larmes de crocodile ne trompaient plus personne. C'est un faux dossier. Diane l'a fabriqué avec sa copine. Elles sont jalouses de moi. Vianney s'est avancé. Il a pris le dossier des mains tremblantes de mon père, a jeté un coup d'œil expert aux documents comptables certifiés. Ce sont des documents officiels, monsieur. Je reconnais le sceau du cabinet d'audit. C'est authentique. Il a refermé le dossier et l'a posé calmement sur la table. Monsieur Hubert, je suis venu ici pour investir 500 000 euros dans votre entreprise moribonde. Mais je pense que vous comprenez que c'est impossible. Je ne fais pas affaire avec des aveugles. Hubert s'est effondré sur sa chaise, se prenant la tête dans les mains. Je suis ruiné. Tout est fini. Non seulement je n'investirai pas, a continué Vianney, impitoyable, mais je vais m'assurer que tout le milieu des affaires à Lyon sache quel genre d'homme vous êtes. Un homme qui laisse sa fille aînée voler sa fortune et humilier sa fille cadette qui, secrètement, le nourrit. Aliénor, réalisant que son monde s'écroulait, a perdu la raison. Elle a poussé un cri strident et s'est jetée vers moi, les ongles en avant, le visage déformé par la haine. Salope! Tu as tout gâché. Je vais te tuer. Mais elle n'a pas pu m'atteindre. Zélie s'est interposée, la repoussant fermement. Et au loin, on a entendu le son caractéristique, montant et descendant, qui glace le sang des coupables. Les sirènes. 2 tons. La police. J'ai appelé le commissariat quand je t'ai vu pousser le fauteuil, a dit Vianney calmement, rangeant son téléphone. Agression sur personne vulnérable avec préméditation. En présence de témoins. Avec des preuves médicales de lésions aggravées. Aliénor, je vous conseille de trouver un très bon avocat. Bien que, vu vos finances réelles, je doute que vous puissiez vous en payer un autre qu'un commis d'office. La fin de la soirée fut un tourbillon chaotique de lumière bleue clignotant à travers les fenêtres du salon, projetant des ombres fantomatiques sur les murs tapissés. Les policiers sont entrés, bottes lourdes sur le parquet, visage fermé. Vianney les a accueillis, déclinant son identité et sa qualité de médecin témoin. Sa parole avait du poids. Il leur a montré la vidéo de ma chute, qu'il avait récupérée des caméras de surveillance du salon. Oui, mon père avait des caméras pour surveiller la bonne, une ironie finale. Ils ont passé les menottes à Aliénor. C'était une image que je n'aurais jamais cru voir. Ma sœur, toujours si soucieuse de son image, menottée comme une criminelle de droit commun, sa robe émeraude froissée, son maquillage coulant sur ses joues entraînées noires. Elle hurlait, se débattait, insultant les agents, crachant sur le sol, insultant papa, insultant maman. Faites quelque chose. Criait-elle à nos parents. Vous ne pouvez pas les laisser m'emmener. Je suis votre fille. C'est Diane la coupable. Elle a tout manigancé. Ma mère, Chantal, s'est précipitée vers moi. Elle s'est agenouillée près de mon fauteuil club, me prenant les mains. Ses mains étaient froides et moites. Elle pleurait. Diane, chérie, s'il te plaît. Dis-leur d'arrêter. C'est ta sœur. Elle a fait une erreur, elle a bu un peu trop, mais la prison? C'est trop. Pense à la famille. Pense au scandale. Tout le voisinage va savoir. Retire ta plainte, je t'en supplie.
on va s'arranger en famille. J'ai regardé cette femme qui m'avait donné la vie, mais qui ne m'avait jamais donné d'amour. J'ai regardé ses yeux, qui ne contenaient aucune inquiétude pour ma colonne vertébrale meurtrie, aucune excuse pour les années de négligence, seulement de la terreur pour sa réputation sociale. J'ai retiré mes mains des siennes, lentement, délibérément, comme si sa peau était toxique. Maman, ai-je dit, ma voix brisée m'éclaire, résonnant dans le silence. Quand j'étais par terre, tu as regardé l'assiette cassée avant de me regarder moi. Tu as eu peur pour ton service en porcelaine. J'étais sous le choc, je ne savais pas. Non. Tu as fait un choix. Tu as toujours fait un choix. Tu as choisi tes objets. Tu as choisi Aliénor. Tu as choisi le mensonge. Maintenant, je fais mon choix. Je me suis tournée vers l'officier de police qui attendait ma déposition avec son carnet. Je porte plainte, ai-je dit fermement, chaque mot coupant un lien familial. Pour coups et blessures volontaires, violence sur personnes vulnérables, harcèlement moral et abus de faiblesse. Et j'ajoute le vol et l'abus de confiance pour les comptes bancaires. Je veux qu'elle paie pour tout. Un cri de désespoir a échappé à ma mère. Mon père est resté silencieux, prostré sur sa chaise, fixant le vide. Il savait que c'était fini. Son empire de cartes s'était effondré. Les pompiers sont arrivés ensuite pour moi. Ils m'ont installé sur une civière avec précaution. Vianney est monté avec moi dans l'ambulance. Je ne te lâche pas, a-t-il promis, me tenant la main. Alors que l'ambulance s'éloignait, j'ai vu par la vitre arrière la silhouette de ma maison d'enfance s'éloigner, baignée par les gyrophares bleus. Pour la première fois depuis des années, malgré la douleur physique intense qui me brûlait les reins, je me sentais légère. Le poids du secret, le poids de devoir sauver ma famille ingrate, le poids de leurs attentes impossibles, était enfin tombé de mes épaules. J'étais libre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de votre patience. Cette histoire de justice familiale est intense, je le sais. Mais restez encore un peu, car la chute de ma sœur ne s'arrête pas là. Les conséquences réelles arrivent. Si vous aimez voir les masques tomber et la justice triompher, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Les mois qui ont suivi ont été un mélange de douleur physique et de reconstruction mentale. Mes blessures ont guéri, heureusement. Les vis avaient tenu bon, un miracle dû à la solidité de la chirurgie initiale de Vianney, mais les contusions osseuses et musculaires m'ont cloué au lit pendant 6 semaines. 6 semaines de rééducation intensive. 6 semaines pendant lesquelles je n'ai pas répondu à un seul appel de mes parents. Et ils ont appelé. Des centaines de fois. Des messages vocaux pleurnichards de ma mère, passant de la supplication à la menace, « Tu es une fille ingrate », des emails formels de mon père demandant de l'argent, juste un prêt pour passer l'hiver. Car la chute de la maison Hubert a été spectaculaire et totale. Sans mes virements secrets de 3 500 €, la banque a saisi la maison familiale en 3 mois. Ils n'avaient aucune épargne, Aliénor avait tout siphonné. Mes parents ont dû déménager dans un petit 2 pièces humide en banlieue lointaine. Le choc social a été rude. Leurs amis du golf et du bridge les ont abandonnés dès que le scandale de l'arrestation d'Aliénor a éclaté dans la presse locale, un petit coup de pouce de Zélie qui a des amis journalistes et qui a, accidentellement, laissé fuiter l'histoire. Ils sont devenus des parias. Aliénor a été jugée 6 mois plus tard. Avec le témoignage accablant de Vianney, la vidéo de l'agression et les preuves financières irréfutables, son avocat commis d'office n'a rien pu faire. Elle a pris 18 mois de prison avec sursis, une obligation de soins psychiatriques sévères, et une dette colossale à me rembourser, qu'elle ne paiera jamais, mais le symbole juridique est là. Elle a un casier judiciaire. Elle travaille maintenant comme caissière dans un supermarché discount, loin du luxe qu'elle croyait lui être dû par droit de naissance. Je l'ai croisée une fois, elle a baissé les yeux. Moi? J'ai déménagé. J'ai quitté cette région toxique pour m'installer à Lyon-Centre, dans un appartement ultramoderne avec terrasse que j'ai conçu moi-même. Tout est domotisé, accessible, large, lumineux. C'est mon sanctuaire. Mon entreprise, Verdé et Structure, a explosé après que l'histoire a circulé, sans les noms, mais le milieu est petit. Le fait que je sois une femme handicapée chef d'entreprise n'est plus un secret honteux que je cache, c'est devenu ma force, ma marque de fabrique.
Je conçois des espaces publics inclusifs. Je donne des conférences. Je suis visible. Mais la plus belle reconstruction n'a pas été celle de ma carrière. C'est celle de mon cœur. Vianney n'a jamais quitté mes côtés. Il est passé du statut de chirurgien à celui d'ami, venant me voir chaque jour pendant ma convalescence, m'apportant des livres et des sushis. Puis, doucement, naturellement, nous sommes devenus partenaires. Il ne voit pas le fauteuil. Il voit la femme assise dedans. Il ne voit pas une victime. Il voit une survivante. Il admire ma force là où ma famille voyait de la faiblesse. Nous sommes 6 mois plus tard. Je suis assise sur la terrasse de mon nouvel appartement, un verre de vin blanc à la main, payé avec mon argent, dégusté sans culpabilité, un chablis frais. Le soleil se couche sur le Rhône, teintant l'eau d'or et de pourpre. Mon téléphone vibre sur la table en verre. C'est un message de mon père. Le numéro s'affiche, bien que je ne l'ai pas enregistré. Diane, s'il te plaît. Ta mère est dépressive. On n'a plus assez pour le chauffage cet hiver. On est ta famille. Pardonne-nous. On t'aime. Papa. Je regarde l'écran. Je ressens une pointe de tristesse, c'est inévitable. Ce sont mes parents, après tout. L'enfant en moi veut les sauver, veut courir vers eux, veut acheter leur amour une dernière fois. Mais ensuite, je repense à ce moment sur le sol. Je repense au rire d'Aliénor. Je repense au regard de mon père sur la tache de vin. Je repense aux années de mépris, où ils préféraient leur parquet à ma colonne vertébrale. Le pardon? Peut-être un jour, pour ma propre paix intérieure. Mais la réconciliation? Non. Jamais. La réconciliation nécessite 2 personnes intègres, capables de remords sincères. Et ils ont prouvé qu'ils ne l'étaient pas. Ils ne regrettent pas de m'avoir fait mal, ils regrettent d'avoir perdu leur banquier. Je ne suis plus leur banque. Je ne suis plus leur bouc émissaire. Je ne suis plus leur secret honteux. J'appuie sur le bouton « Bloquer ce correspondant ». Puis je fais la même chose pour le numéro de ma mère. Vianney sort sur la terrasse, 2 assiettes fumantes à la main. Il sourit en me voyant poser le téléphone face contre table. « Tout va bien ?» demande-t-il, posant une main chaleureuse sur mon épaule. Je prends une profonde inspiration. L'air est frais, propre. Oui, dis-je, et pour la première fois de ma vie, c'est totalement, absolument vrai. Tout va parfaitement bien. Je suis libre. Je me tourne vers vous, mes amis invisibles qui avaient suivi cette histoire jusqu'au bout. On nous dit souvent que la famille est sacrée. Que le sang est plus épais que l'eau. Mais parfois, le sang est toxique. Parfois, la famille est la première ligne de front d'une guerre que vous ne méritez pas. Si vous êtes dans une situation où l'on vous diminue, où l'on vous nie, où l'on vous utilise, n'attendez pas d'être poussé hors de votre fauteuil pour réagir. N'attendez pas la chute. Vous valez mieux que leur jugement. Vous êtes plus fort que leur moquerie. Votre valeur ne dépend pas de leur approbation. Et rappelez-vous, la meilleure vengeance n'est pas la haine, ni les cris. C'est de vivre une vie heureuse, riche et libre, loin d'eux. Une vie où vous n'avez plus besoin de vous excuser d'exister. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, ou si elle vous a rappelé votre propre combat pour la dignité, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Cela aide énormément la chaîne à grandir. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires de justice. Prenez soin de vous, et ne laissez personne, jamais, vous dire que vous faites semblant. À bientôt.